La Troisième Guerre mondiale pourrait ne pas se dérouler uniquement sur des champs de bataille, avec des chars et des bombes. Elle fait déjà rage dans le domaine des idées. Une guerre silencieuse pour les cœurs et les esprits de l'humanité. Cette guerre ne cherche pas à conquérir des terres, mais à conquérir la culture, à remplacer la diversité par une seule idéologie dominante. La guerre traditionnelle vise à détruire la capacité de l'ennemi à faire la guerre, ses armées, ses usines, ses villes. Mais que se passe-t-il si l'objectif n'est pas de vaincre un ennemi, mais de l'effacer entièrement, pas seulement physiquement, mais culturellement, en effaçant son histoire, sa langue, son identité même? C'est le potentiel terrifiant de la guerre idéologique. C'est une guerre menée par la propagande, la désinformation et la suppression des voix dissidentes. C'est une guerre qui cherche à contrôler ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous croyons. Le champ de bataille est le réseau mondial d'information, un réseau d'appareils interconnectés qui façonnent notre compréhension du monde. Les armes ne sont pas des fusils et des bombes, mais des récits soigneusement élaborés, conçus pour semer la division, inciter à la haine et, en fin de compte, pour contrôler. La culture est la sève d'un peuple. C'est son histoire commune, ses valeurs, ses traditions, ses rêves. Détruire la culture d'un peuple, c'est détruire son âme, le laisser sans racines, à la dérive, dans un monde dénué de sens. Lorsqu'une culture est attaquée, ce ne sont pas seulement les musées et les monuments qui sont détruits, c'est le tissu même de la société, les liens communautaires, la transmission intergénérationnelle des connaissances et des valeurs. Imaginez un monde où votre langue est interdite, votre histoire réécrite, vos traditions moquées et oubliées. C'est la réalité à laquelle sont confrontées d'innombrables cultures à travers l'histoire, victimes de la colonisation, de l'assimilation et du génocide culturel. La destruction de la culture est souvent un précurseur à l'anéantissement physique. Lorsqu'un peuple est dépouillé de son identité, il devient plus facile à contrôler, à manipuler, à éliminer. C'est pourquoi la défense de la diversité culturelle n'est pas seulement une question de préservation des traditions. C'est une question de survie. Il s'agit de reconnaître la dignité et la valeur inhérente à chaque culture, et de résister aux forces qui cherchent à imposer l'homogénéité au monde. Certains pensent que les ressources de la Terre sont limitées et qu'une population croissante représente une menace existentielle. Ils soutiennent que nous devons réduire le nombre de personnes sur la planète pour assurer la survie de l'espèce. Ce raisonnement, souvent adopté par de puissantes élites, considère l'humanité comme un problème à résoudre, plutôt que comme une tapisserie diversifiée de cultures et d'individus méritant respect et dignité. La Troisième Guerre mondiale, qu'elle soit menée par des moyens conventionnels ou par des méthodes plus insidieuses comme des pandémies fabriquées ou des famines orchestrées, pourrait servir d'outil brutal pour le contrôle de la population. L'idée de sacrifier des millions, voire des milliards, de vies au nom du sauvetage de l'humanité est moralement répréhensible. C'est un rappel effrayant des dangers d'un pouvoir incontrôlé et des effets déshumanisants d'une idéologie poussée à l'extrême. Nous devons résister à toute tentative de réduire la vie humaine à un simple chiffre sur un bilan. Nous devrions nous concentrer sur la création d'un monde juste et durable, où chacun a la possibilité de s'épanouir, et non sur l'élimination de ceux que quelques privilégiés considèrent comme superflus. Section 4. Les marchands de mort. Profiter des conflits mondiaux. La guerre est une tragédie pour l'humanité, mais c'est une aubaine pour l'industrie de l'armement. Les fabricants d'armes profitent largement des conflits, vendant des armes toujours plus sophistiquées et mortelles à toutes les parties d'un conflit. La Troisième Guerre mondiale, si elle devait éclater, serait une manne financière pour ces marchands de mort. Les gouvernements, poussés par la peur et la paranoïa, verseraient des milliards de dollars dans les coffres des fabricants d'armes, alimentant une course mondiale aux armements d'une ampleur sans précédent. L'influence de l'industrie de l'armement s'étend bien au-delà des salles de réunion des entreprises. Ils font pression sur les gouvernements, financent des groupes de réflexion et façonnent l'opinion publique grâce à un réseau sophistiqué de propagande et de désinformation. Ces marchands de mort ont un intérêt direct à perpétuer un climat de peur et d'instabilité. Ils prospèrent sur les conflits et leurs profits se font au détriment de la vie humaine et de la sécurité mondiale.
Section 5. Reconstruction Inc. Reconstruire à partir des cendres, récolter les fruits. Tout comme la guerre crée un marché pour les armes, elle crée également un marché pour la reconstruction. Une fois les bombes tombées et les armes réduites au silence, une nouvelle génération de profiteurs émerge, désireuse de capitaliser sur la dévastation. Les entreprises de construction, les entrepreneurs militaires privés et les capitalistes du désastre se précipitent, offrant leurs services pour reconstruire les infrastructures détruites, rétablir l'ordre et réinventer les sociétés au lendemain d'un conflit. Ce processus de reconstruction est souvent davantage motivé par le profit que par un réel souci du bien-être des personnes touchées par le conflit. Les contrats sont attribués aux plus offrants, souvent avec peu de supervision ou de responsabilité. Le résultat est un système où quelques privilégiés profitent largement de la reconstruction de ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à détruire, tandis que la majorité des gens luttent pour reconstruire leur vie au milieu des ruines. Depuis des décennies, les murmures d'un nouvel ordre mondial résonnent dans les couloirs du pouvoir. Cette expression, chuchotée à voix basse, évoque une cabale obscure d'élites, manipulant les événements mondiaux dans l'ombre. Ils sont avides de contrôle, cherchant à démanteler l'ordre mondial existant et à le remplacer par le leur. Leurs outils sont variés, manipulation économique, ingénierie sociale et même la tromperie pure et simple. Les objectifs de ce nouvel ordre mondial sont enveloppés de secrets. Certains pensent qu'il s'agit d'un gouvernement mondial unique, effaçant les frontières nationales et les libertés individuelles. D'autres envisagent un futur dystopique où la technologie est utilisée pour la surveillance et le contrôle de masse. La vérité, comme les architectes de ce prétendu ordre, reste insaisissable. Mais une chose est sûre, l'idée d'un nouvel ordre mondial s'est enracinée dans la conscience publique, alimentant la peur et la méfiance envers les institutions et l'autorité. Les murmures s'amplifient d'année en année, amplifiés par les troubles sociaux, l'instabilité économique et les crises mondiales. Est-ce de la simple paranoïa, ou assistons-nous aux douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère, orchestrée par des mains invisibles? En nous aventurant plus profondément dans ce labyrinthe de conspiration, nous devons avancer avec prudence, en séparant les menaces réelles des craintes infondées. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux. Au lendemain de la pandémie de Covid-19, l'expression « grande réinitialisation » a fait irruption dans le vocabulaire public. Inventée par Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, cette expression visait à décrire un effort mondial pour reconstruire en mieux après les conséquences économiques et sociales dévastatrices de la pandémie. Schwab envisageait un monde où les parties prenantes collaboraient pour résoudre des problèmes urgents tels que le changement climatique et les inégalités. Cependant, la grande réinitialisation est rapidement devenue un point de mire pour les conspirationnistes. Ils n'y voyant pas une initiative bien intentionnée, mais un plan sinistre pour instaurer un ordre mondial totalitaire. La pandémie, selon eux, était une crise fabriquée de toutes pièces, délibérément conçue pour créer le chaos nécessaire à cette réinitialisation. Les confinements, le port du masque obligatoire et les passeports vaccinaux étaient tous perçus comme des outils de contrôle, destinés à habituer la population à un avenir de liberté limitée et de surveillance accrue. Les déclarations de dirigeants mondiaux, qui, intentionnellement ou non, ont repris le langage de la grande réinitialisation, ont alimenté ces craintes. Les appels à une nouvelle normalité et à une quatrième révolution industrielle ont été interprétés comme la preuve que la pandémie était utilisée pour faire avancer un programme préexistant. Les frontières entre la réalité et le complot se sont brouillées, laissant beaucoup se demander si le monde qu'ils connaissaient était délibérément démantelé sous leurs yeux. Au cœur du complot de la grande réinitialisation se trouve Klaus Schwab, l'énigmatique fondateur et président exécutif du Forum économique mondial. Pour ses partisans, Schwab est un leader visionnaire, un champion de la coopération mondiale et du développement durable. Ses détracteurs, cependant, le considèrent comme un marionnettiste avide de pouvoir, tirant les ficelles des événements mondiaux depuis son perchoir à Davos. Les écrits de Schwab, en particulier son livre « La grande réinitialisation », sont devenus des textes sacrés pour les conspirationnistes. Il décortique par ses mots, à la recherche de significations cachées et de messages codés. Il souligne ses appels à une gouvernance mondiale accrue et à une intégration technologique comme preuve de son désir de créer un monde où les nations et les libertés individuelles sont englouties par une élite puissante et non élue. Schwab a nié avec véhémence ces accusations, les qualifiant de théorie du complot et de désinformation. Il insiste sur le fait que le Forum économique mondial n'est qu'une plateforme de dialogue et de collaboration, réunissant des dirigeants de divers secteurs pour relever les défis mondiaux. Mais pour ses détracteurs, ces dénégations sonnent faux.
Il voit en Schwab l'incarnation même de la menace mondialiste, une figure de proue des forces obscures qui, selon eux, œuvrent à saper la démocratie et la liberté. Section 4. Le Forum économique mondial. Un repère de mondialistes, chaque année, les personnes les plus puissantes du monde convergent vers les Alpes suisses pour la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. Ce rassemblement de milliardaires, de politiciens, de PDG et de célébrités est devenu un symbole de la mondialisation, un lieu où l'avenir du monde est débattu et décidé à porte close. Pour les conspirationnistes, Davos n'est pas un forum de dialogue, mais un repère de mondialistes, un lieu où les élites se réunissent pour faire avancer leur programme de contrôle et de domination. Ils soulignent le secret qui entoure les réunions, la liste exclusive des invités et les liens étroits du FM avec des institutions puissantes comme les Nations Unies et la Banque mondiale comme preuve de son objectif néfaste. Ils considèrent les politiques préconisées par le FEM, atténuation du changement climatique, redistribution des richesses et gouvernance mondiale accrue, comme faisant partie d'un plan plus vaste visant à affaiblir la souveraineté nationale et à instaurer un gouvernement mondial unique. L'élite de Davos, à leurs yeux, est déconnectée des préoccupations des gens ordinaires, plus intéressée par la consolidation de son pouvoir et de sa richesse que par la résolution des vrais problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Section 5. Le défi de Poutine. Un ordre mondial multipolaire. Vladimir Poutine, le président de la Russie depuis de nombreuses années, s'est imposé comme un critique virulent de l'ordre mondial existant. Il considère que les États-Unis et leurs alliés cherchent à maintenir leur domination mondiale, en imposant leurs valeurs et leurs intérêts au reste du monde. Poutine plaide pour un ordre mondial multipolaire, où le pouvoir est réparti plus équitablement entre les différentes nations et blocs. Poutine a particulièrement critiqué la promotion de la démocratie et des droits de l'homme par l'Occident, qu'il considère comme un écran de fumée pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays. Il a également condamné l'expansion de l'OTAN, la considérant comme une menace directe pour la sécurité de la Russie. La vision de Poutine d'un monde multipolaire a trouvé un écho chez certains qui partagent son scepticisme à l'égard de l'hégémonie occidentale. Il voit dans les États-Unis comme une puissance en déclin, s'accrochant à sa position dominante par la force militaire et la coercition économique. Il pense qu'un ordre mondial plus équitable, où les différentes civilisations et cultures sont respectées, est essentiel pour la paix et la stabilité mondiale. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.